C'est bon. À 20 ans d'écart, deux hommes politiques ont porté une même ambition, Union européenne, pour préserver la paix. Pourtant, là où Aristide Briand a échoué en 1930, Robert Schuman a réussi en 1950. Alors pourquoi? C'est cette différence entre une vision en avant sur son temps et un projet entré dans son époque que nous allons explorer. Alors, on va commencer avec une introduction sur le sujet et après ça, on va aborder Briand et notamment son projet. Après ce projet, on parlera un peu de la déclaration de Schuman et après ceci, on parlera des sources. Alors, ça commence en 1930, quand Aristide Briand, qui était un Français et un ministre des Affaires étrangères, a proposé une idée résonnante dans son mémorandum devant la Société des Nations. Et son idée, c'était une Europe unie. Il visait à créer une coopération économique des États européens pour but d'avoir la paix dans la région. Et même si c'était une idée très pertinente et bien reçue par les autres membres de la Société des Nations, le terrain politique à l'époque n'était pas approprié pour la réalisation de cette idée. Néanmoins, son projet a servi comme inspiration pour les conceptions et les efforts de l'unification de l'Europe beaucoup d'années plus tard. En effet, 20 ans plus tard, il y avait un homme au nom de Robert Schuman, qui était aussi un ministre français des Affaires étrangères, qui a proposé une nouvelle déclaration. Lui, il visait à établir une institution qui sera chargée de superviser la production de charbon et de l'acier entre la France, l'Allemagne de l'Ouest, ainsi que d'autres pays d'Europe. Cette idée a donné la naissance à la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Son but à lui, c'était essentiellement que la gestion commune entre les pays d'Europe, notamment la France et l'Allemagne, ça rendra les conflits et la guerre pratiquement impossibles dans la région. D'une manière, les points centraux ici, entre Briand et Schuman, c'était le même, mais d'une autre, il y avait quand même des différences. Donc, on a choisi cette thèse, une vision en avance de son temps, car les propositions de Briand en 1930 et celles de Schuman en 1950 sont les deux des visions de leur propre manière, des anticipations fortes pour un projet d'unification du continent européen pour la paix dans la région. Mais pour mieux comprendre le contexte de Briand, il faut savoir que son mémorandum prend place dans l'entre-deux-guerres. Ce qui fait que l'union politique et économique à cette époque entre les nations n'était pas vraiment possible. Il y avait des crises sociales, des crises économiques et la croissance du nationalisme. Quant à Schuman, son idée prend place 20 ans plus tard et elle était beaucoup plus spécifique. Et lui, il avait mis l'accent sur la gestion commune du charbon et de l'acier. Et contrairement à Briand, le contexte politique du temps de Schuman, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, lui a permis la concrétisation de sa vision, qui a plus tard mené à l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ok, donc un projet en avance sur son temps. Aujourd'hui, on retient Briand comme l'un des pères oubliés de l'Europe, mais dès 1929 à 1930, il a porté une vision d'Union européenne d'une modernité stupéfiante. Mais cette vision, bien qu'en avance sur son temps, est restée sans suite. Alors, en premier temps, on va se demander pourquoi c'est un projet en avance sur son temps. Parce que c'est ce qui frappe d'abord, c'est la clarté avec laquelle Briand anticipe des idées qui ne deviendront réalité que 25 ans plus tard, comme le marché commun, solidarité européenne, conférences régulières entre États. De plus, dans son mémorandum, il utilise même des termes comme communauté européenne. Ce n'est pas juste une utopie, mais il tente d'imaginer des mécanismes contrés, en particulier une union économique.
pour sortir l'Europe des conflits commerciaux et des tensions nationalistes. Pourtant, c'est un projet qui est piégé par ses propres ambiguïtés. Briand parle de fédération, mais il refuse toute autorité supranationale. Il promet l'union, mais réaffirme la souveraineté absolue de chaque État. Il propose une entente, mais la moindre garantie institutionnelle. Alors, on peut dire qu'il demande aux pays de coopérer sans vraiment leur donner des cadres pour le faire. Donc, dans un monde encore structuré par les logiques de puissance, cela revient à demander un acte de foi politique. De plus, il y a des résistances structurelles qui révèlent l'écart avec l'époque. Alors, le projet de Briand échoue aussi parce qu'il heurte de front des logiques diplomatiques et économiques de 1930. Donc déjà, en premier temps, le Royaume-Uni le rejette immédiatement parce qu'il redoute une barrière économique continentale contre ses intérêts impériaux. Les pays de l'Est et les Scandinaves traînent une domination des grands puissants, notamment la France. Et même en France, la droite y voit une faiblesse face à l'Allemagne. Donc, à cela s'ajoute un élément décisif qui est la crise de 1929. Elle pousse des États à se replier sur eux-mêmes, à renforcer le protectionnisme, exactement l'inverse de ce que Briand propose. Donc, on peut dire que Briand a échoué, mais il a ouvert la voie. Son projet a comme posé des mots et les concepts qui ressurgeront après la guerre. En ce sens, il a eu raison, mais trop tôt. En parlant de l'échec visionnaire à la réussite programmatique de l'Europe selon Briand et Schuman, le projet de Briand de 1929, c'était une vision d'une fédération européenne qui était basée simplement sur la coopération entre la politique et la culture, mais sans structure concrète. Sur la déclaration de Schuman le 9 mai 1950, qui propose beaucoup de solutions de production, par exemple du charbon et d'acier, pour éviter, un conflit en futur. En reliant c'est économiquement c'est les deux pays, cette initiative vise à intégrer les économies européennes pour renforcer la stabilité et créer des bases d'une coopération politique durable. Au niveau des limites de Briand, son projet trop vague, qui est vraiment trop vague, reste irréalisable à l'époque. L'apport de Siemens, il concrétise l'idée générale en posant les bases institutionnelles de l'Union européenne. OK. Donc, je vais un peu parler à propos des sources que nous avons choisies pour notre projet. Donc, en premier lieu, je vais parler des sources qu'on a utilisées pour notre premier projet beaucoup plus sur Aristide Briand en tant que tel. Justement, nous avons utilisé deux sources primaires de Aristide Briand. Le discours lui-même qui a commencé toute la situation de l'Union européenne, etc. On a analysé de façon critique son discours et on parle de vraiment genre de comment est-ce que son discours a eu un impact, mais qu'avec ce qui se passait dans le temps, notamment, nous avons déjà parlé de la Grande Dépression, de l'entre-guerres, de comment, genre, économiquement, les pays n'allaient pas bien. Donc, on parle de comment ce discours, bien que vraiment brillant, a beaucoup de critiques sur sa tenue réaliste de son affaire. Donc, justement, avec ceci, Aristide Briand a suivi son discours avec son mémorandum qui, justement, suit son discours, mais vraiment en article de façon plus institutionnelle et constitutionnelle, ce qu'il a dit à la Convention de Genève. Mais encore une fois, il y a les critiques de comment celui-ci est réalisable. Donc, il n'y avait aucun budget, aucune façon concrète de faire ce qu'il parle de.
finalement, notre dernière source pour celui-ci est Christophe Bellon, qui parle beaucoup plus de l'arrière-plan de Aristide Briand, comment il est rentré au pouvoir, mais également plus l'arrière-plan de ce qui se passait vraiment comme genre autant dans la France, mais que de la façon de le reste de l'Europe et vraiment met en tout ce qu'on a dit. Pour le prochain projet, qui est le Source 2, ici, nous avons plusieurs différents auteurs. On commence avec Bernard Ilissade et Frédéric Santamaria. Eux autres parlent beaucoup de comment des tensions territoriales qu'ils avaient avec l'instauration de l'Union européenne, de comment certains pays et certains États étaient un peu moins sûrs de ce qui se passait. Notamment, on parle beaucoup de la Pologne qui, après tout, a été envahie comme plusieurs fois depuis le dernier centenaire. Et donc, avec cette entité qui se disait comme genre pro-Europe, ils avaient beaucoup de craintes concernant leur nationalisme. Et donc, on parle beaucoup de nationalisme et de territorial. Armin Cover rentre dans le sujet et parle beaucoup de l'institution en tant que telle, de comment l'Union européenne a vu jour et parle de comment, beaucoup de comment celui-ci a commencé à comme une économie, comme genre une alliance économique, mais que cette alliance économique, avec le temps, a évolué comme en tant que l'Union européenne qu'on connaît de nos jours et va beaucoup plus en détail sur l'institution. Gérard Bossuat, de son autre côté, va également dans l'évolution de l'Union européenne, mais parle beaucoup plus des tensions nationalistes et de la façon culturelle de comment l'Union européenne a vu jour et va beaucoup plus dans les sciences sociales, sur la sociologie, sur comment celui-ci est né. Donc, voici nos sources. Et pour tout conclure, on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux visions, celle de Briand et celle de Schuman. Mais c'est important de réaliser que Briand, lui, a posé la base pour les visions futures de l'Europe unie. C'était juste le fait que le contexte économique et politique dans l'entre-guerre, l'entre-deux guerres mondiales, était très différent de celle de Schuman, qui était quant à lui 20 ans plus tard, dans les années 1950. Donc il y avait un terrain politique vraiment tendu qui a empêché la concrétisation du plan de Briand. Mais enfin, le but était partagé entre les deux et ceci était la paix en Europe. Merci. Tu peux fermer, Ibrahim, l'enregistrement. On a-t-il arrêté d'enregistrer? Non, OK.